Aux alentours de l'an 1000, des Vikings se sont rendus en Amérique. C'est pour l'instant la seule certitude sur la présence d'Européens en Amérique avant Christophe Colomb. Mais il existe plusieurs hypothèses à propos d'autres candidats à la découverte du Nouveau Monde qui ne viendraient pas d'Europe. Et c'est ce qu'on va voir ici. Si la plupart des historiens sont très prudents sur les capacités de navigation des civilisations anciennes, c'est pas par snobisme. Partir explorer les océans, c'est vraiment pas un truc de boy scout. Plusieurs éléments sont nécessaires. Avoir les moyens matériels et humains de produire des bateaux, fournir l'équipage et des vivres. Il s'agit de partir affronter des tempêtes pour une durée indéterminée sans pouvoir rentrer manger le soir chez maman. Maîtriser une technologie de navigation appropriée pour la haute mer. Et oui, l'océan et le vieux port, c'est pas bien pareil. Avoir une méthode efficace de repérage et de guidage. Et ce point-là est essentiel. À l'âge du GPS, on oublie comment naviguer pouvait être très difficile dans un espace sans point de repère, en particulier sans moyen de connaître l'heure exacte. Oui, l'heure, car c'est indispensable pour connaître avec précision sa longitude, c'est-à-dire sa position est-ouest. Le problème de longitude était énorme pour les marins. A titre d'exemple, en 1707, une flotte anglaise entière fait naufrage sur les îles Scilly à la suite d'une erreur de positionnement. 4 bateaux coulent en faisant de 1400 à 2000 victimes. Alors en 1714, le Parlement britannique publie la Longitude Act, une loi qui offre une petite fortune à celui qui parviendra à trouver un moyen simple et précis de déterminer sa longitude en mer. Eh bien, il faudra attendre 47 ans pour que le prix soit remporté par un horloger. C'était important de le dire, passons maintenant au vif du sujet. Dans les années 70 à 90, on a identifié des traces de nicotine et de cocaïne dans des momies égyptiennes, notamment celle de Ramsès II, mort au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Une substance placée dans son estomac contenait des traces importantes de nicotiana, le genre de plante dont le tabac appartient. Et la cocaïne ne peut provenir que de la feuille de coca. Et là on a un problème. Et oui, parce que ces deux types de plantes ne se trouvent que sur le continent américain. Ce qui voudrait dire que les Égyptiens commerçaient avec l'Amérique, directement ou indirectement, il y a 3500 ans de ça. Ou pas. Oui, il est possible que ces substances aient pu contaminer les échantillons d'une manière ou d'une autre, mais surtout il est possible que ces substances se trouvaient naturellement dans des plantes originaires d'Afrique ou d'Asie, qui aujourd'hui n'existent plus. Ainsi, en 1975, on aurait identifié une plante du genre Nicotiana en Namibie. Mais tant que cette histoire de momie n'aura pas livré ses secrets, ça reste franchement un mystère. Et une partie du mystère peut se trouver chez nos prochains candidats qui commerçaient étroitement avec les Égyptiens. Le terme de Phénicien est assez vague en fait, ça peut désigner plusieurs civilisations à différentes époques. Les Grecs appellent Phéniciens ceux qui viennent d'un des royaumes de la côte qui s'étend actuellement du Liban à la Palestine. Ces royaumes ont fourni de fameux marins/commerçants pendant les 500 ans avant Jésus-Christ. Ils sont les premiers connus à s'implanter aussi largement dans l'espace méditerranéen et même au-delà du détroit de Gibraltar. Puis différents comptoirs phéniciens de l'ouest de la Méditerranée sont passés sous contrôle carthaginois. Carthage qui à la base est juste une cité phénicienne qui a pris beaucoup d'envergure. Les deux cultures se sont alors associées. C'est pourquoi les Carthaginois sont appelés Puniques par les Romains, mot dérivé de Phénicien. Alors une preuve qu'on a affaire à des navigateurs bien burnés. Selon Hérodote, entre 605 et 595 avant Jésus-Christ, le pharaon égyptien Néchao II aurait fait creuser un canal entre le Nil et la mer Rouge. Puis il aurait envoyé une expédition de marins phéniciens vers le sud, avec ordre de contourner la Libye, c'est-à-dire l'Afrique, et de revenir en Égypte par les colonnes d'Hercule, donc par Gibraltar. Ce qu'ils firent en 3 ans, pause repas comprise. En effet, ils accostaient chaque automne pour semer et repartaient après la récolte. Hérodote donne ensuite un détail qui le laisse dubitatif. Ils racontèrent à leur arrivée que, faisant voile autour de la Libye, ils avaient eu le soleil à leur droite. Ce fait ne me paraît nullement croyable, mais peut-être le paraîtra-t-il à quelque autre. En gros, il vient de les traiter de complotistes, je crois.
Sauf que voilà comment un détail si improbable pour Hérodote rend ce récit véridique aujourd'hui. Les Phéniciens ont probablement réussi l'exploit de contourner l'Afrique au 7e siècle avant Jésus-Christ, ou tout du moins de largement dépasser l'équateur. En tout cas, un tel exploit peut très bien laisser penser que ces marins ont pu en accomplir d'autres. Mais la navigation à vue est une chose, la navigation en haute mer en est une autre. Rien ne prouve que des Phéniciens aient pu ou même voulu s'aventurer loin vers le large de l'océan. Malgré ça, certains ont voulu voir des indices prouvant que les Phéniciens sont allés jusqu'en Amérique. À partir de la fin du 19e siècle, une espèce de délire sur les Phéniciens voit le jour. Comme on l'a dit dans la partie 2, c'est l'époque des nationalismes romantiques, où chaque nation se plaît à s'inventer un passé et des ancêtres glorieux qui tirent leur origine, si possible, dans les mythes gréco-romains comme la guerre de Troie. Alors on décide d'un coup, comme ça, que les Phéniciens ont, entre autres, peuplé la Bretagne et découvert le Brésil. Des inscriptions phéniciennes sont découvertes au Brésil, qui se sont avérées être des faux grossiers. D'autres en Nouvelle-Angleterre qui se sont avérées être amérindiennes. Le seul début de commencement de poil de cul de soupçon est le fait qu'on aurait trouvé des pièces puniques aux Açores, c'était il y a 200 ans, et les pièces ont été perdues depuis. Et ceci ne pourrait seulement prouver que les Phéniciens se sont rendus jusqu'aux Açores, ce serait déjà énorme, mais en attendant... Toujours est-il que récemment, des découvertes archéologiques sur plusieurs îles des Açores ont mis à jour des structures humaines très anciennes. Alors on ne sait pas quel peuple a bien pu laisser ces vestiges, mais sachant que l'archipel a été officiellement découvert en 1427, les études sont très attendues, tant elles pourraient remettre en cause bon nombre de critères historiques concernant la navigation des peuples anciens. Au Moyen-Âge, la civilisation arabo-musulmane est sans conteste l'une des plus avancées dans les sciences et techniques, et bien sûr sa flotte marchande sillonne les mers du monde connu. Eh bien, il existe une hypothèse selon laquelle des Arabes ont découvert l'Amérique. Dans son livre des Prairies d'Or, Al-Masoudi écrit vers l'an 956. Un habitant de l'Espagne nommé Cache-Cache, pas de bol, natif de Cordoue, réunit une troupe de jeunes gens, ses compatriotes, et voyagea avec eux sur l'océan dans des embarcations qu'il avait équipées. Après une absence assez longue, ils revinrent tous chargés de butin. Point final. Également, selon Al-Idrissi, des marins partis de Lisbonne arrivèrent sur une île peuplée et cultivée où ils furent capturés. Puis arriva un interprète, parlant arabe carrément, et ils furent ramenés sur le continent. Les temps de parcours indiqués évoquent plutôt Madère, ce qui expliquerait pas mal de choses, comme on le verra plus tard. Enfin, plusieurs sites relaient d'autres théories, comme celle de navigateurs musulmans ayant atteint la Californie, d'après des interprétations très libres de textes chinois. Voilà pourquoi le président turc Erdogan avait dit en 2014 que les musulmans ont découvert l'Amérique en 1178, pas Christophe Colomb. Beaucoup s'appuient aussi sur les travaux de Barry Fell, un biologiste archéologue amateur. Selon lui, l'Amérique a vu une arrivée massive, entre autres, de colons berbères, maures, arabes, phéniciens, qui auraient migré dans presque toute l'Europe de l'Ouest, puis traversé l'océan et découvert l'Amérique il y a 3000 ans. Sauf que les preuves citées n'ont jamais été authentifiées par qui que ce soit d'autre, et bien sûr la génétique ne prouve rien de tout ça, au contraire. Il a même tenté un rapprochement entre des mots arabes et des mots de langue amérindienne. Il a même fait un petit tableau comparatif, mais après vérification, c'est vraiment tiré par les cheveux. Non, vraiment, avec la même logique, je peux te prouver que le japonais est une langue latine. Ah, tu me crois pas? Ben regarde. En japonais, regarder se dit miru. Et en espagnol, comment dit-on regarder? Mirar, issu d'une base latine qui en français a donné, par exemple, admirer. Hasard? Ou coïncidence? Bon, ensuite, manger se dit taberu. N'est-ce pas curieux que ce mot ressemble étrangement à table, attablé? Bon, arigato égale merci. Presque comme en portugais, obrigado. Ou se dit doko, et on retrouve la même racine do que dans donde en espagnol et dove en italien. Et ainsi de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Bref, pour cette piste, on ne trouve rien de concret. Non, là c'est chiant. L'Empire du Mali se constitue en 1230, quand le roi d'un des nombreux royaumes d'Afrique de l'Ouest prend le pouvoir au terme d'alliances et de victoires militaires. Grâce à l'exploitation minière et le commerce transsaharien, l'Empire du Mali devient puissant et très prospère.
À tel point que l'empereur Mansa Musa est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche ayant existé. Or, d'après plusieurs auteurs arabes, un des empereurs du Mali, que l'on pense être Aboubakri II, aurait ordonné une expédition pour découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer. Seul un bateau serait revenu, unique rescapé d'un immense naufrage. L'empereur aurait alors confié le pouvoir à son fils et aurait lui-même pris part à une plus grande expédition, et il n'en serait jamais revenu. Voilà. En 1402, le prince Zhu s'empare du pouvoir et devient l'empereur Yongle de la dynastie des Ming. Il fait construire une flotte gigantesque de navires commerciaux, et pour la commander, il nomme l'un de ses protégés comme amiral, le grand eunuque et stratège militaire Zheng He. Zheng He est eunuque, chinois et musulman. De nos jours, il sera en galère. Mais à l'époque, il est l'amiral de la plus grande puissance maritime d'Asie. Comme quoi, le progrès... Zheng He prend la tête d'une série d'expéditions maritimes de grande ampleur dont le but principal est d'étendre l'influence politique et économique de l'Empire alors en pleine expansion. Ces expéditions sont largement accompagnées et documentées, d'ailleurs les détails de ces voyages sont bien connus. Au total, entre 1405 et 1433, Zheng He mènera 7 expéditions dans tout l'océan Indien, qui le conduiront notamment à Java, Sumatra, Calcutta, Sri Lanka, les Maldives, le golfe Persique, la mer Rouge et jusqu'au Kenya, d'où il ramènera des émissaires africains et une girafe qui fera grand effet auprès de la cour impériale. On a même trouvé des vestiges de porcelaine chinoise du XVe siècle sur une île du golfe Persique, prouvant l'authenticité des récits. Et voilà qu'en 2002, un ancien marin anglais présente une théorie concernant la 6e expédition de Zheng He, celle qui a conduit sa flotte sur la côte est de l'Afrique. D'après lui, les bateaux chinois auraient également dépassé le cap de Bonne-Espérance, puis se seraient séparés et auraient découvert l'Antarctique, l'Australie, le Cap Horn, l'Amérique, les Antilles, le Groenland, et peut-être même la côte ouest américaine, le tout en un temps record. Alors, juste 2 petits détails, aucune preuve mentionnée ne s'est avérée exacte, et les récits de l'expédition ne mentionnent rien de tout ça. L'auteur justifie cette absence d'écrit en avançant que de nombreux documents ont été détruits depuis, voilà qui est pratique. Et donc... Descendants des Austronésiens, les plus anciens navigateurs connus, les Polynésiens ont progressivement peuplé de nombreuses îles de l'océan Pacifique, utilisant les astres pour se positionner, ce qui règle une bonne partie du problème de longitude, à condition d'attendre la nuit et d'avoir des conditions météo favorables. Après avoir navigué à l'aveugle pendant des générations depuis des aiguilles et à travers une meule de foin, tout en ayant au passage découvert et peuplé, entre autres, Hawaï, la Nouvelle-Zélande et jusqu'à l'île de Pâques, pourquoi les Polynésiens n'auraient-ils pas poussé plus à l'est? Oui, pourquoi pas? Eh bien, cette simple supposition est appuyée par un indice de taille, qui laisse supposer que, oui, les Polynésiens auraient bel et bien découvert l'Amérique avant de retourner vers l'ouest. Cet indice, c'est une patate. La patate douce, tubercule comestible, est d'ailleurs excellente d'un point de vue nutritif. On atteste sa présence dans les îles du Pacifique dès leur exploration par des Européens au XVIe siècle, et l'archéologie en a révélé des traces en Polynésie depuis environ 1 millier d'années. Eh bien, la génétique a prouvé que la souche polynésienne de patate douce provient d'une souche de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Car, oui, il existe des généticiens de la patate. Paraît même qu'ils recrutent. Et là pour le coup, la linguistique vient appuyer cette hypothèse d'une origine commune. En effet, patate douce se dit kumar en quechua, et kumara, kumala ou mara dans différentes langues polynésiennes. Pendant quelque temps, on avait pensé que les poulets polynésiens étaient eux aussi originaires d'Amérique, d'après là encore des analyses génétiques, mais de nouveaux résultats ont invalidé cette hypothèse. Généticien de poulet aussi, ça doit être un boulot trépidant, ça. Au final, on peut donc raisonnablement penser que le continent américain a bien été découvert aussi par des Polynésiens avant Christophe Colomb.
Si des Polynésiens ont bel et bien atteint l'Amérique, ce qui reste quand même à définitivement certifier, reste que leur découverte ressemble à celle des Vikings, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas restés, contrairement aux Inuits, en tout cas pas plus que le temps nécessaire au commerce. Par contre, les récentes découvertes aux Açores, et surtout la colonisation des nombreuses îles du Pacifique par les Polynésiens, supposent une sérieuse remise en question. Les anciennes civilisations étaient peut-être de meilleurs navigateurs que ceux qui est estimé actuellement. D'une manière générale, on constate que la question de la véritable découverte de l'Amérique a toujours été liée à un concept nationaliste ou suprémaciste. Il s'agit de grandeur de l'exploit plus que de vraisemblance. Beaucoup veulent voir parmi leurs semblables, ou ceux dont ils se réclament les descendants, les véritables découvreurs de l'Amérique. Pour la gloire, quitte à nier ou fausser la réalité. Il ne s'agit pas de dire que ces suppositions sont systématiquement fausses. Il faut juste vérifier objectivement quels sont les vrais indices. Et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Maintenant qu'on a examiné plusieurs pistes, on sait avec certitude que plusieurs peuples sont bel et bien arrivés en Amérique avant 1492. Alors dans la dernière partie, on va essayer de comprendre pourquoi la nouvelle ne s'est-elle pas propagée. Enfin, si c'est bien le cas.